Prochaine conférencière, Lucie B. Maggie. Chef parenthèse de notre romancier l'année passée, il fallait 4 mois. Elle s'en vient voir un peu. Lucie, moi, je vais parler avec elle à un moment donné. Elle fois, elle me donne une carte. Vive une carte. Elle ne même pas. Vive une carte. Puis la petite carte, il y avait un message. Non, mais c'était un beau message. J'ai là dans mon bureau, la petite carte avec un beau message. Après ça, elle donne sa carte d'affaires. Non, mais c'est beau, hein, quand même, ça. Fait qu'elle donne sa carte d'affaires. Elle dit l'année prochaine, la conférencière. C'est non, tu sais. Fait qu'on était deux énervés, puis ça m'a monté, qu'est-ce qu'elle va choisir. Puis je disais, ben oui, ça va être le rang, là. Mais il y avait pas ça. Fait que ça fait depuis l'année passée qu'on en a parlé, puis on est ici aujourd'hui. J'ai eu le privilège de faire un podcast avec elle, puis j'ai vu tout le plan. Tu sais, il y a Lucie, que je connaissais plus ou moins, puis après ça, il y a le plan. Une espèce de quelque chose d'aura qui sortait, puis tout le temps, j'étais en podcast en Zoom, tu sais. Puis je me suis dit, moi, je viens au travers du Zoom, on voit un paquet d'affaires dans la petite femme, mais avec grandeur ici, il y avait quelque chose. Puis j'ai dit, viens compter ça au colloque d'amour. Préparez-vous à une conférence différente, très inspirante. Guérir et grandir en confiance avec les huiles essentielles. Lucie se passionne d'aromathérapie depuis 88, cofondatrice et PDG d'Elixir pendant 34 ans. Elle a parcouru le monde pour offrir les richesses aromatiques du Québec et pour nous apporter des trésors d'Aïan. Avec passion, elle est plongée dans la découverte des pouvoirs thérapeutiques et médicinaux des huiles du monde entier. En trame de fond, l'aromathérapie subtile et énergétique se révélait capable d'unir corps, cœur, esprit, assurant une harmonie et une cohérence de l'ensemble de l'être pour maintenir une bonne santé énergétique, gage de bonne santé physique. Pas besoin d'en dire plus, préparez-vous, bon voyage avec Lucie B. Maggie. Alors, merci de m'avoir invité. J'ai couvert assez là. Je tenais absolument à vous parler. Je tenais absolument à vous voir, toutes réunies, et à me relier avec vous autres. En bref, Lucie Maggie avec la carrière de l'entreprise pendant 34 ans, et même plus. Puis maintenant, libérée de ces responsabilités-là, mon but dans la vie, c'est de relier les gens autour du thème de ce merveilleux domaine que j'ai découvert. Pour moi, là, les huiles essentielles, c'est des miracles au quotidien. Ça a été une vie d'émerveillement. Là, je ne peux pas partir de là sans donner, en fait, un dernier coup de main à tout ça. Puis, là, je vais commencer par vous présenter un peu comment Elixir a évolué dans le temps, à partir de 88. Après ça, vous allez voir où ça vous mène. Je ne vous donne pas le punch tout de suite. Je vais vous en écouter, parce qu'ils sont pas c'est vers qui on s'en va. Le point, ça va être quand même préparé. Alors, voilà, tout simplement ici, d'entrée de jeu, un portrait de la bonne femme qui s'est consacrée à tout ça pendant tout ce temps-là et qui a découvert l'aromathérapie à travers des pionniers. À partir de 88, là, on remonte pas mal en arrière, avant bien d'autres entités qui sont nées par après. Une formation d'architecture, je le mentionne toujours parce que c'est comique, tout le monde dit que ça n'a pas rapport. Mais oui, ça a le rapport. Ça a le rapport avec la créativité, avec les solutions pratiques, les plus pratiques possibles, qui vont prendre soin de notre entourage, de notre environnement. Et dans ce temps-là, je dis, ben oui, les huiles essentielles, c'est ça qu'ils font. Sont présentes dans tout notre entourage, puis ils garnissent notre vie, ils agrémentent notre vie, puis la rendent vivable. Alors, finalement, l'expertise se bâtit au cours des années, à travers aussi une expérience de relation avec la tradition amérindienne, l'herboristerie amérindienne, puis des enseignements d'une sage Mi'kmaq, Grande Georgina, qui a été mon coach, d'une certaine façon, dans le domaine des traditions, puis du chamanisme, d'une certaine façon. Parce que pour eux autres, l'herboristerie, c'est un peu différent de pour les autres qui voient ça comme des molécules actives. Eux autres, c'est plutôt des esprits de plantes avec qui il faut en faire. Alors, dans le mix des deux, voyez-vous, ça ne tue pas d'avoir deux visions combinées dans une même personne. Moi, en tout cas, j'ai vécu très bien avec la science et le chamanisme combiné. Tu sais, le chamanisme, on peut dire en synonyme qu'en français, ça s'appelle l'alchimie. En France de France, mettons, ça s'appelle l'alchimie. L'alchimie, ben, c'est une forme de chamanisme. On se rejoint toutes là dans ça. Fait qu'il n'y a rien de contradictoire là-dedans. Alors,
en bout d'identité, grand-mère papillon blanc, en quête de sagesse, parce que ça, c'est une espèce de démarche perpétuelle et longue durée. Alors voilà, c'est ça le titre de la conférence, c'est de la science à la conscience. Pensez-vous que c'est des acrobaties, ça? Pas nécessairement, c'est très évident au contraire. Alors, le mot élixir, je vous rappelle un peu l'historique de tout ça, le mot élixir signifie, ces deux mots en fait, c'est al et ixir en arabe, qui signifie l'essence. Puis l'essence, ça signifie la nature de l'être. Déjà, on rejoint l'alchimie, n'est-ce pas? On est dans l'alchimie qui veut faire émerger l'esprit de la matière. Alors, quelques images pour vous montrer notre point de départ. Sur la première diapo, là, je me suis amusée à dire Alixir est né dans une étable comme le petit Jésus. C'est vraiment une étable. On avait acheté une ferme, puis cette ferme-là, on élevait des moutons jusqu'en 85. Puis là, en 88, on a eu notre première cuve, un an en 8 d'extraction d'huile essentielle, achetée usagée, pour le curieux de la chose, pour cesser d'appuyer les branches d'un jugement amateur qui s'adonnait à la foresterie, pour réaliser, dans le fond, le non-gaspillage et découvrir une nouvelle ressource à la forêt. Nos conifères sont riches en huile essentielle, puis c'était comme une découverte. Puis avec quelques opportunités du moment, il n'y a pas de hasard dans la vie, paraît-il, mais moi je fais ça par hasard. Mais on a acheté un alambic, on ne savait pas encore réellement qu'est-ce que ça signifiait. C'est venu après. Acheter d'abord, penser ensuite. Fait que là, vous voyez dans la deuxième image, Estelle ici présente, dans ses premiers temps d'activité dans l'aromathérapie. C'est-à-dire dans la vieille grange, il y avait des cueillettes, des pesées, on préparait la distillation. On apprenait à distiller. On apprenait à identifier les plantes aromatiques du Québec, puis on apprenait à distiller. Cueillir à la main, bien sûr, récolter en forêt, récolter dans les terres abandonnées, parce que Grandine, c'est une région très riche en terres abandonnées. C'est une façon intéressante de voir les choses. Pour nous autres, c'était un beau potentiel de plantes sauvages à portée de la main. Donc, on a fait beaucoup de découvertes sur les terres abandonnées, à cueillir des plantes qui n'étaient pas intéressantes pour personne, mais c'était pour nous autres. On a domestiqué comme ça et appris à distiller des plantes sauvages du Québec à partir de nos terres abandonnées qui en étaient très riches. Et vous voyez l'environnement de ça, ça se passe vraiment dans une vieille grange qui servait à des animaux avant, puis on s'est installé d'une façon vraiment économique dans cet environnement. Ça avait le défaut que ça gelait l'hiver là-dedans. Et pendant plusieurs années, ce qui nous arrêtait au mois de décembre, c'était péter les tuyaux. Là, ça nous a donné vraiment le goût de mettre les appareils à l'abri du gel dans un autre bâtiment. Ça, c'était notre laboratoire de fortune. Mais malgré ces conditions-là, on avait des gens très qualifiés qui nous entouraient, qui nous coachaient, qui nous conseillaient. Ici, les deux photos que j'ai là, c'est Guy Collin, fondateur de l'ACEV. L'ACEV, c'est le laboratoire d'extraction et d'analyse des essences végétales. Ça, c'est à l'Université de Chicoutimi. C'est un professeur de chimie à l'Université de Chicoutimi qui avait démarré cet organisme, l'ACEV. Il s'intéressait aux ressources naturelles, aux ressources aromatiques, mais aux ressources naturelles qui pouvaient intéresser la chimie, l'analyse, la découverte. Puis c'est un Français. Fait qu'il arrivait avec un bagage, pour lui, les huiles essentielles étaient familiers. Fait que c'était pas nécessairement à ce moment-là une intention, mais c'est déjà le goût de découvrir la flore aromatique du Québec via Guy Collin. Le plus curieux, c'est un Français pour découvrir nos richesses. Il a été vraiment un grand pionnier, c'est un grand homme, cet homme-là. Il est encore de ce monde. Il a été président de l'Ordre des chimistes pendant plusieurs années. Il est retraité de l'université, bien sûr. Mais là, il est encore quand même sur le conseil d'administration de l'Ordre des chimistes. Puis il était notre coach, notre parrain. Puis vraiment,
j'aurais le goût de vous dire, on l'applaudit-tu? Parce que lui, il a donné le coup d'envoi à une discipline qui est encore extrêmement dédaignée ici au Québec. C'est lui vraiment qui a démarré la curiosité, l'exploration, puis nous, on l'a suivi, puis après ça, on a poussé plus loin parce que nous, on a mis ça en production. Ce que lui avait pointé comme potentiel, nous, on l'a exploré davantage, on en a découvert d'autres, et on les a mis en production. Ça, c'est ça que lui, dans son laboratoire, il ne pouvait pas faire, fait qu'il était bien content de nous coacher là-dedans. Puis, à la même époque, ou presque à la même époque, l'autre photo qui est là, André Mélanger, d'Agriculture Canada, lui, il nous a aidé aussi beaucoup à développer des techniques, mais aussi à découvrir les marchés qui s'intéressaient à ce qu'on fabriquait. Et qui nous ont mis en lien avec les utilisateurs d'huile essentielle. C'est lui aussi qui nous a fait développer la monarde comme culture et comme huile essentielle intéressante. Il nous a mis sur des pistes. Puis, à partir de ces pistes, parce que la monarde, je vais vous le donner comme une petite parenthèse, c'est une plante indigène au Québec qui est, mettons, il y a une variété sauvage qui a été à l'origine de plusieurs variétés ornementales. Tu sais, vous allez trouver la monarde dans les livres paysagistes, puis comment on appelle ça dans la culture des plantes ornementales? Les horticulteurs. C'est le mot que je cherchais, merci. Des fois, il y a des tillades. Et puis, dans l'horticulture, il y a plusieurs variétés de monardes, puis on s'est mis à s'intéresser à ça, puis à cultiver ça, mais à travers le pêle-mêle qu'il y avait dans les semences ornementales, on a développé le chémotype qu'on recherchait parce qu'on n'avait pas au Québec de plantes riches en phénol. Elle était vraiment à mettre en valeur, puis finalement à développer comme variété, parce qu'on n'avait pas de origan, sarriette, cannelle, toutes les plantes fortement antiseptiques, on ne les avait pas. On avait surtout des conifères qui n'avaient pas nécessairement ce rôle-là de riche antiseptique. Alors, à partir des travaux qu'on a mélangés, on a développé la monarde qui maintenant en place dans une panoplie plus vaste auprès d'autres distillateurs qui ont aussi appréhendé différentes variétés de monarde pour servir de plantes à fonction antiseptique. C'est vraiment comme une richesse redécouverte grâce à André Bélanger. Il est décédé maintenant, mais un hommage à son œuvre aussi. Juste pour vous résumer évidemment des années, tout ça, ça commence en 88, ça finit en 2022, ça n'a jamais arrêté finalement. La découverte, l'exploration, l'approche expérimentale qui nous permettait de savoir comment, quel plan, pourquoi, comment. C'est tout un paquet d'expériences qui doivent être faites pour arriver à un résultat pratico-pratique qui nous permet de commercialiser finalement une huile essentielle qui est produite en quantité suffisante pour être commercialisée. Alors à travers ça, des années et des années d'apprentissage. Ça, c'est ma famille élargie. En 2003, là, on était tanné de geler à l'automne, d'avoir des dommages provoqués par le gel dans notre distillerie qui marche à l'eau et à vapeur. On imagine très bien qu'on n'arrête pas tant qu'on n'est pas au bout du jus. Et finalement, on a des bris. Fait qu'on s'est payé vraiment une distillerie neuve qui s'est construite en 2003 avec l'équipe que voilà. Là-dessus, il y a 6 de mes enfants. Les autres, c'est presque mes enfants aussi, mais c'est la famille énergie que je m'appelle ça. Ça, c'est... la plupart de ces gens-là ne sont plus à l'action chez Alexir, mais ils ont été à la fondation, ils ont été à l'établissement de ça. Puis Francis, le seul garçon de la famille à gauche, extrême gauche, lui, il a travaillé plusieurs années à établir toute la technologie et le procédé d'extraction de l'entreprise. Tous les autres, c'est évidemment des collaborateurs talentueux, amoureux des plantes, amoureux de la nature, puis convaincus du biologique aussi. Là. Ça a été une de nos valeurs fondamentales. Par la suite, à partir de cet établissement-là, on a évidemment équipé ce nouveau bâtiment d'une boutique intégrée et on est rentré membre du réseau des économisés, puis on a commencé à travailler davantage sur la communication qui était inhérente évidemment à nos activités. Il y a tout un aspect éducatif qui était extrêmement important parce que dans ce
temps-là, quand je disais l'huile essentielle, les gens me faisaient toujours répéter. Toujours. L'huile quoi? Les quoi? Tu sais, c'était vraiment ignoré complètement. C'était pas dans nos mœurs du tout. Il fallait tout le temps justifier, mais c'est quoi cette huile essentielle? Ça sert à quoi? Ça fait quoi ça? Pourquoi vous faites ça, tu sais? On l'a expliqué tellement qu'on a fini par donner des cours, hein, évidemment. Puis que ces cours-là, ces ateliers-là, à l'époque et encore maintenant, j'ai gardé une mentalité de partager pour faire prospérer, faire connaître, développer le domaine, développer des collaborateurs, développer des équipes, développer un monde dans lequel on va être beaucoup à y croire et à le défendre, ce monde. Si on était juste deux à dire ce qu'on dit, pensez-vous qu'on serait cru? Moi, je dis ce que vous dites, puis vous dites ce que je dis, puis là, il dit, ah oui, c'est vrai, il le dit aussi. C'est comme ça que les gens comprennent qu'une vérité, ça s'impose par le nombre de personnes qui savent et qui croient. On appelle ça l'expérience commune dans le domaine scientifique, je vais y revenir. Mais ça, c'est vraiment important. Si on veut établir une crédibilité, il faut avoir un groupe. C'est vous autres. C'est vous autres, le groupe, là. Toute l'historique, toutes les personnes qui ont œuvré là-dedans depuis le début, c'est ça notre force, c'est ça notre histoire aussi. Alors, on commence évidemment avec les fonctions antiseptiques parce que ça, c'est assez facile à mettre en application, puis c'est assez facile à reconnaître, et à reconnaître aussi le besoin qu'on en a. Puis on a vite eu des savonniers comme clients qui étaient capables de combiner les fonctions. Maintenant, au niveau des choix à faire, parce que notre décision d'entreprise était de travailler en mode biologique. Pourquoi? En mode biologique, parce qu'on allait destiner nos huiles spécifiquement au domaine de l'aromathérapie. Les autres domaines, premièrement, ils ne payaient pas les coûts de production. C'est sûr qu'on ne va pas viser d'envoyer ça au grossiste qui va mettre ça dans des produits de nettoyage parce qu'il est pas prêt à payer pour la qualité qu'on fait. Alors, nécessairement, on recherchait une clientèle qui était capable d'apprécier le mode d'extraction qu'on pratiquait. Ça veut dire qu'on offre des huiles pures, des huiles biologiques, des huiles avec une identité botanique très précise, c'est important. Chaque huile a sa personnalité chimique, comme Michel l'expliquait tout à l'heure et comme les différents intervenants l'ont bien souligné. Chaque analyse d'huile doit répondre à ce qu'on attend d'elle. Alors, il faut avoir un contrôle chimique pour assurer que l'huile va faire ce qu'elle est supposée faire. Alors, après ça, il y a l'extraction à la vapeur lente et longue. Ça implique qu'avec une vapeur douce, on ne va pas brûler les esters, on ne va pas dénaturer l'huile, elle va conserver des molécules qui sont légères et très, très volatiles, comme les esters, les premières qui s'évaporent au moment de la distillation. Puis longue, pour aller chercher des molécules plus lourdes, plus lentes, qui sortent après plusieurs heures de distillation. Puis aussi simple que ça puisse paraître, notre façon de savoir qu'on arrêtait la distillation, c'est quand il n'y avait vraiment plus rien qui sortait avec la vapeur. Je vais vous donner le truc simple, ça ne coûte pas cher. Une louche en dessous de la coulée d'hydrolat. S'il y a des petits ronds bouillons qui flottent dessus, tu sais, comme dans la soupe, là, il y a des petits ronds brillants, ça c'est de l'huile. Vous la laissez se calmer, se flotter. Là, vous voyez vos petits ronds d'huile sur l'eau qui sort, portée par l'hydrolat. Tant et aussi longtemps que vous voyez ces petites brillances-là, ça veut dire qu'il sort encore de l'huile. Dans l'industrie de la parfumerie, qui recherche les esters, eux autres, ils ne s'en fâchent pas d'aller chercher les dernières molécules comme ça. Là. Parce que le 20% qui sort à la fin, il sort après 20%. Le principal pour eux, le 80%, il est sorti dans le premier 20% du temps. Okay? Le 80-20, il vaut pour l'industrie comme un seuil de rentabilité. Mais dans la distillation destinée à l'aromathérapie, on a d'autres critères. Ça, c'en est un critère qu'on pratiquait systématiquement. Puis nos huiles ont toujours eu une odeur un petit peu différente de celle de l'industrie. Il y a beaucoup qui le remarquaient, ça. Mais c'est parce qu'on allait chercher les dernières molécules. On voulait tout avoir. Puis là où c'était très évident, c'est dans la chimie millefeuille. Vous connaissez la chimie millefeuille? Oui. Elle a une belle huile bleu foncé, bleu marine, bleu nuit. Dans la première heure, elle est transparente.
dans la deuxième, est encore transparente avec une petite tendance au bleu pâle, mais pâle. Et plus on continue, et plus la camasulène se génère dans la vapeur, elle se crée par le procédé. Elle n'était pas là, l'origine. C'est très important de distiller très longtemps pour que l'huile nous arrive riche en camasulène. 24 heures. Ça ne fait pas le même prix parce que les dernières gouttes, ça devient de la camasulène pure. Puis c'est ça qui donne vraiment la valeur thérapeutique à cette huile-là. Mais ça n'a pas le même prix que si on arrête après 2 heures. Mais ça n'a pas la même qualité non plus. Fait que ça vient que la différence se voit. C'est pour ça que je vous parle de celle-là. Mais c'est vrai pour les autres aussi. Dans les huiles où ça ne se voit pas, c'est encore vrai. Parce qu'il y a des molécules plus lourdes qui prennent plus de temps à sortir. C'est normal. Si on les a, ça peut faire la différence dans beaucoup de fonctions qui ont été recherchées et qui sont reconnues pour cette plante-là. C'est important quand même. Ensuite de ça, chémotypé, caractérisé, c'est qu'on va pouvoir faire des analyses de nos lots d'huile de manière à présenter aux thérapeutes qui ont besoin de cette lecture scientifique et moléculaire pour pouvoir agir en fonction de la composition de l'huile qui est représentée. Ils savent que les molécules recherchées sont dedans. Bon, si on ne les caractérise pas, si on ne les fait pas analyser, on n'a pas de preuve de cette... Pas déjà? Mais non, j'ai rien dit. Il reste à 15 minutes, je t'avertis. C'est ça. Oui, c'est ça. 15 minutes. Dans le monde de 15, là. C'est ça. Continue, Lucie. 15 qui reste? Non, il en reste pas. Il en reste plus que 15. Il en reste exactement 23. OK. Je vais en parler plus vite. Non, je vais en dire moins. Mais moi, tu peux dire à 15 minutes, je t'avertis. Oui. OK. Mais je sais que je peux m'étendre. Je suis désolée d'avoir tant de choses intéressantes à vous dire. Je vais être obligée de trier. Alors, on va se reprendre l'année prochaine, Marie? Ben oui, c'est sûr. OK. La balance, ça sera l'année prochaine. En attendant, je vais vous donner ce qui rentre aujourd'hui, là, en essayant de faire un petit peu plus de temps. Fait que voilà pour les qualités d'huile. Je vais y aller plus vite. Nos cultures, nos cueillettes en mode biologique, j'ai des images, ça parle de lui-même. Et puis, nos apprentis dans la prochaine photo, c'est nos groupes qu'on faisait visiter et qu'on invite à venir participer au processus pour savoir comment on fabrique des huiles et pourquoi. Alors, c'est intéressant parce que les gens qui ont vécu l'expérience après ça, ils savent la différence entre les huiles essentielles et les autres formes d'extrait. Il faut vraiment voir la grosseur de la bouteille de ce qui sort de l'huile. C'est tellement concentré que c'est pas dans les mêmes proportions qu'une teinture ou une extraction par un sirop huileux. C'est pas le même prix. Ici, les livres clés qui ont été vraiment des jalons importants dans le développement de la connaissance. Pierre Francom, les fiches techniques dans l'aromathérapie exactement, c'est un homme qui nous a vraiment renseigné, rendu énormément service. Puis Jean Valnet, le premier livre d'aromathérapie, au moment où mon chum a acheté une cuve, juste pour le kick, là, moi je ne savais pas, j'ai regardé faire les autres, ça vous amuse de faire ça, ça sent bon, ça sert à quoi? Finalement, il y a une de mes amies qui m'a dit, tiens, ça peut-être ça va t'intéresser, le livre de Jean Valnet. Puis après ça, j'ai passé ma vie à vérifier ce qui est écrit là-dedans, finalement. À essayer tout ce qui est prétendu, tout ce qui est affirmé comme allégation, comme propriété et indication, puis même chose pour le livre d'aromathérapie exactement. Tout ce qui est écrit là-dedans, je me le suis prouvé. Je l'ai éprouvé, je me le suis prouvé. Ça compte beaucoup sur cette validation. Moi, j'avais vraiment le profil scientifique à l'origine. Alors, Pierre Francom, c'est quelqu'un qu'on a fréquenté, qui est venu chez nous. Suzanne Cathy, qui a écrit Hydrosol de Next Aromathérapie, c'est aussi une amie de la famille, qui a été une de Toronto. Mais elle, sa contribution extrêmement importante, c'est de révéler le rôle très, très, très utile de ce que tous les distillateurs jetaient dans le caniveau. À part de l'eau de rose et de l'eau de fleurs d'oranger, il n'y a pas grand-chose qui était conservé. Là. Ces deux-là étaient très appréciés, mais le reste, ça s'en allait dans les égouts. Puis Suzanne Cathy, par ses travaux, ses recherches et ses expérimentations, elle a fait la preuve que c'était des substances extrêmement précieuses. Puis on n'insistera jamais assez que c'est pas la force, c'est pas la concentration qui fait la force.
c'est pas les gros mots, là. C'est la qualité du message. C'est pas, les huiles essentielles sont actives. Moi, dans mon expérience de vie, c'est pas tant à cause de leur concentration qu'à cause de leur pureté de message végétal. C'est la voix de la nature à l'état pur. Fait que, on peut mettre ça dans de l'eau, qui est une messagère extraordinaire, puis vous pouvez l'utiliser à des fins thérapeutiques et énergétiques, aussi bien les hydrolats que les huiles. Vous pouvez faire vraiment obtenir des résultats très, très, très probants avec des hydrolats. En parallèle à toutes ces études scientifiques et chimiques, l'ethnobotanique. L'ethnobotanique comme toile de fond d'apprentissage qui permettait de valider les fonctions médicinales selon la tradition autochtone d'Amérique du Nord. Ici, Dan Moorman, qui a rédigé ce livre-là, en fait, c'est un professeur d'université qui a fait travailler beaucoup d'années d'étudiants pour aller interviewer les Autochtones et répertorier tous les usages médicinaux qu'ils étaient bien disposés à livrer pour faire connaître la valeur des plantes d'Amérique. Il n'y avait rien d'écrit à ce sujet. Toute la tradition de l'herboristerie amérindienne était non écrite. Et lui, il a eu le mérite d'aller chercher tout ça et de l'immortaliser dans un livre. Là. Il est énorme, ce livre-là. Vous allez voir, je l'ai amené juste pour faire du poids comme tout, la tenue, là. Mais on a ici, là, regardez la Bible, l'espèce d'encyclopédie des plantes médicinales d'Amérique en fonction de la tradition autochtone. C'est quelque chose, là. C'est vraiment, moi, je trouve, un image colossale là-dedans. Et on voit aussi là-dedans un petit détail qui est intéressant. Oh, je vous manque du temps. Ce qui est très intéressant, c'est que la composition des huiles varie d'une région à l'autre et les usages aussi. Alors, dans les différentes tribus qui utilisent la même plante nord-américaine, mais pour des fonctions différentes, on s'explique la différence par un chémotype différent selon les régions. Ça, on l'a vu en répétition. Les chémotypes varient des fois d'une paroisse à l'autre. Alors, l'aromathérapie, selon Pierre Francom et bien d'autres, c'est une science qui s'explique par des molécules actives contenues dans des plantes aromatiques. Ça, c'est l'aromathérapie chimique, mettons. On pourrait maintenant l'appeler comme ça. On se rend compte que ce n'est pas toute la réalité finalement, et que la chimie découle. En réalité, la chimie de la plante découle de sa personnalité ou de sa valeur vibratoire, mettons, qui va déterminer finalement ses talents et sa composition. Ça va aussi être déterminé par son environnement, par les défis que la plante a rencontrés dans son milieu, développer un système immunitaire, des réactions chimiques, parce que la plante ne court pas vite. Elle ne court pas en tout même. Fait que finalement, pour se défendre, elle a développé la défense chimique. Ça, c'est une autre belle hypothèse qui est très intéressante. Ici, j'ai quelques individus, ils ne sont pas tous là. J'ai pas Michel, d'ailleurs. Michel, vous avez l'original ici, ça fait que je n'ai pas eu besoin de mettre sa photo. Mais ici, des personnes importantes dans un parcours d'aromathérapie québécoise, il faut se rappeler d'eux autres. C'est Jean Dessureau qui était le premier qui avait offert un cours d'aromathérapie. Ensuite, Maurice Nicole, bien sûr, qui a été, vous en rappelez encore, c'est certain qu'il est encore actif, avec le livre d'aromathérapie exactement. On a tous appris cette aromathérapie scientifique. Là, je vous montre la tranche de mon livre. Elle n'avait pas grand-chose d'un livre de seconde main. Hein? Il ne serait pas considéré comme un livre en bon état. Mais il a livré la marchandise. C'est vraiment important dans un apprentissage d'avoir des documents fiables, crédibles, puis je vous assure que j'ai vérifié ce livre-là d'une page à l'autre. Puis je peux trouver beaucoup d'erreurs. Vraiment pas. Maintenant, on a Pierre Francom qui a continué de rédiger et de publier. Et dans ce livre-là, qui est une édition récente, il fait état des huiles essentielles contemporaines du Québec. Je lui ai envoyé les échantillons de mes découvertes, comme l'herbapou, comme le camia, comme
Le camélia, c'est la petite verge d'or à feuilles de graminées, qui n'est pas vraiment verge d'or. Il y a Éric Beaumier, Compagnie, toutes ces huiles-là qui n'étaient pas dans l'aromathérapie exactement, mais qui sont maintenant mises à jour dans celle-ci-là. Là, il y a des huiles méconnues, mais qui gagnent à être connues, comme disait notre ami. C'est un domaine qui est encore en pleine croissance, découverte, que des pionniers, il y en a encore des pionniers, parce que des plantes, il y en a tellement, puis il y a tellement de facultés différentes à découvrir encore. Ce n'est qu'un début. Un début. Fait que je vais essayer d'aller vite. Gad Fossé, c'est un homme important qui a mis une fondation en marche pour le développement de l'aromathérapie. Puis je vous le cite parce que c'est un bon exemple de ce qu'on est en train de faire. Dominique Baudot, évidemment, l'aromathérapie scientifique. Lui, Dominique Baudot, il a acheté Pranarome de Pierre Francom. La savez-vous, celle-là? Dans les détails historiques, là, Pierre Francom, il avait fondé Pranarome. Il l'a vendu à Dominique Baudot, le pharmacien, qui a fait prospérer Pranarome grâce à la communication. C'est vraiment très intéressant. Ensuite de ça, il y a Eugenia Melisaratos, qui était une de mes clientes américaines et qui était très, très importante dans le développement, dans l'évolution de l'entreprise. Daniel Benoël, Michael Zayat. Michael Zayat, c'est lui qui m'a vendu ce livre-là. Hey, c'est important dans mon salon, ça, bonjour Michael, c'est vraiment important dans tout notre parcours. Et Kurt Nobel aussi, qui nous a invités à aller donner des conférences à San Francisco. Alexir allait donner des conférences à San Francisco pour faire connaître les huiles. Un premier document de communication pour les invités, les formations offertes. Le parcours, l'innovation, tout ça, je vous le résume que finalement, sur toutes ces années-là, plus de 30 huiles essentielles du Québec ont été développées chez nous. Toutes. Et il y en a plus qui n'ont pas rentré dans le catalogue, parce que des essais, il y en a eu plus que ça. Mais au moins 30 qu'on a mis en commercialisation. Ensuite de ça, on a fait de la R&D sur la technique, les différentes technologies qu'on pouvait utiliser dans l'extraction, tout en restant traditionnel. Et on est allé chercher une réglementation provinciale concernant la sauvegarde du thé du Labrador comme ressource. À ce moment-là, il y avait une inquiétude pour la survie du thé du Labrador quand Lise Wattier a fait une commercialisation de produits anti-rides avec le thé du Labrador comme ingrédient. Il y avait aussi des fonctions anticancéreuses qui étaient révélées par la recherche, puis la nécessité de le protéger apparaissait évidente. Alors, Alexir, moi-même en fait, j'ai entrepris des démarches auprès du gouvernement pour faire protéger les ressources et obliger une exploitation rationnelle qui faisait l'objet de permis et que ces permis-là nous permettaient de gérer la régénération des sites. Ça a été super important dans mon aventure parce que c'est une plante précieuse. C'est important, plus ils sont précieuses, plus il faut qu'on les protège. Ensuite, en innovation, on a gagné le prix Phoenix de l'environnement en 2012 pour les techniques d'extraction. On a changé le pétrole pour des granules pour faire utiliser la biomasse moins polluante. Ensuite de ça, maintenant, on s'en vient vers le développement de la connaissance thérapeutique à l'aide de différents projets de recherche. Et c'est là qu'on s'en va dans les 10 prochaines minutes avec mon tête. Ça n'a pas de bon sens. Là, c'est le clou, là, c'est important. C'est pour ça que je voulais prendre la parole aujourd'hui. Je fais, écoutez-moi bien. C'est pourquoi on rate le message. Le message, c'est que la recherche et le développement sont subventionnés par le gouvernement. Ils sont demandés par des entreprises qui sont des opérations de validation de fonction. À date, il y a des armoires pleines d'études de validation de fonction des huiles essentielles. On s'entend-tu que si vous regardez la table des références de l'aromathérapie exactement, dans cette édition-là, il y a 796 citations d'ouvrages scientifiques en annexe. La bibliographie qui est servie, 796. C'est pas parce qu'il n'y a pas de recherche, il y en a, mais des recherches précliniques, des preuves de fonction. Ça, c'est fait dans le laboratoire, c'est fait sur place, sur le terrain, et là où sont les ressources. Il y a énormément de validation. Avant de commercialiser, il faut qu'ils trouvent un marché. Alors, tout ça, ça a été une façon de développer la science des huiles.
Par contre, moi, ma question qui tue, là, c'est quand un médecin de mes amis, un vieux médecin de 75 ans, j'en ai 76 ans, c'est vieux, hein? Mais là, ce médecin-là qui me dit, voyons, Lucie, il dit, c'est si bon que ça, tes huiles essentielles, je le saurais. C'est vraiment une question, là, répondre à ça, là, ça m'a pris des années pour essayer de comprendre comment ça se fait que des remèdes miracles. On est-tu d'accord pour dire que les huiles, ça soigne? Est-ce que vous êtes de cet avis? Vous êtes témoin de ça? Vraiment, vous avez vu ça de vos yeux, vous avez vérifié, vous avez eu du succès avec ça. Comment ça se fait que votre médecin, c'est pas? C'est vraiment la question qui tue. C'est là, comment je vais répondre à ça? Comment ça se fait? Il ne sait pas. Parce qu'il ne l'a pas étudié, parce que ça ne lui a pas été dit, parce qu'il n'a pas été formé à savoir ça. Comment ça, il n'a pas été formé à savoir ça? C'est quoi l'histoire? Vraiment, là, mais vous voyez, c'est trop niaiseux. C'est trop niaiseux. Quand on regarde, là, j'en ai fait des projets d'études, des projets de preuve de fonction avec Monique Lacroix, l'Institut Armand Frappier. On a eu du succès, on a eu une très belle collaboration. Mais on est resté dans les études précliniques, les études de fonction faites in vitro, dans des petits vases avec des géloses de culture bactérienne, puis on mettait des huiles essentielles pour tuer des bactéries, puis on comptait comment on avait tué, ou comment il en restait. Mais en tout cas, c'est ça les preuves de fonction. La suite de ça, c'est des produits commercialisables. Pour les médicaments, vous avez ça, en passant, ça vous dit ici, pourquoi l'émerveillement m'a amené à prendre ma retraite. Je passe à gauche, j'ai collecté le cash, puis j'en ai donné à la recherche. Quand j'ai vendu l'entreprise, c'est exactement mon retraite, j'ai dit, ça se peut pas. Il faut que les générations futures aient le bénéfice de tout ce qu'on a vu, vécu, et que ça ne se perde pas et que ça ne tombe pas dans le crack. Et pour ça, j'ai fait un don à l'Institut Armand Frappier, dédié à l'aromathérapie. À partir de maintenant, merci. Mais après ça, n'oubliez pas que je viens vous dire ça pour que maintenant, c'est votre tour. Parce qu'avec 250 000 $, même si pour un individu, c'est beaucoup, c'est peu. C'est peu dans un domaine aussi vaste qui a tant besoin de preuves. Parce que pour que les médecins puissent utiliser les huiles essentielles, il faut qu'il y ait des preuves de fonction. OK. Des preuves d'inocuité. OK. Ça veut dire que ça ne fera pas de mal, ou pas plus de mal que ceci, cela. Et puis, ça fait la job. C'est ça que le laboratoire, initialement, nous a aidé à prouver dans les questionnements qu'on avait. Après ça, ça prend des preuves cliniques. Ou polaire. Là, c'est là que ça se garde. Parce que les preuves cliniques, c'est des millions. Alors, la suite, évidemment, là, je vous dis, après le don, la suite, c'est que la recherche et développement, le projet de nature savante et la boussole aromatique. Là, je vous parle du projet de nature savante, c'est-à-dire, grâce à des fonds, j'ai initié, c'est comme si j'avais mis l'eau dans la pompe. Puis là, la pompe, elle marche. Là, il y a deux projets qui sont en marche. Il y en a un troisième qui s'en vient, qui s'appelle Nature savante. Nature savante, c'est là pour objectif de recueillir les preuves cliniques. Les preuves cliniques, c'est vous autres qui les faites. Est-ce que vous savez ça? J'ai passé vraiment beaucoup d'années à côtoyer des gens comme vous qui venaient en boutique témoigner des résultats de leurs expériences. C'est vous autres les scientifiques sur le terrain. Ça, pour moi, là, ça a été une évidence qui m'a frappée et qui m'a fait courir après Marie-Lise et dire je veux leur parler l'année prochaine. Parce que l'outil, c'est la pratique, c'est le terrain. C'est vous autres qui validez des connaissances qui sont théoriques dans le livre, puis qui n'ont pas trouvé à être mises en application d'une façon qualifiée, quantifiée. Qualifiée, quantifiée, ça veut dire que c'est validé, la méthode est bonne, il y a une méthode qui permet de répéter l'expérience. J'ai mis tant de gouttes, de telle manière, de telle huile pour telle pathologie. Ça, c'est la méthode qualifiée.
qui se répètent dans des disciplines qui se contrôlent, qui ont des manières de faire, des protocoles qui sont éprouvés et validés. Vous faites ça tous les jours. 5 semaines, fou! OK? Fait que vous faites ça tous les jours, on a besoin de vos témoignages. C'est pas seulement pour votre argent que je viens vous voir aujourd'hui. Quand je dis c'est vous autres qui allez faire la job, vous avez le choix. Puis là, quand vous donnez à la fondation, le dépliant de la fondation, il y a un petit code à bord, là, Une bonne équipe, c'est sur toutes les tables. oui, c'est ça. Celui-là, là, ce petit carré-là, là-bas, il y a Naral, puis Audrey, du Centre de recherche Armand Frappier, une qui est à la Fondation. Naral est la présidente de la Fondation Armand Frappier. C'est très grave, les diapositives, c'était tout dans le scénario. mais on va faire voir la Puis Audrey, elle est la reine des communications. Fait que Naral, c'est le fait, Audrey, c'est la communication. Naral, elle nous a mis un raccourci ici qui nous permet d'aller faire un don à la Fondation Armand Frappier et vous avez un menu déroulant qui vous fait choisir aromathérapie. Il y a un choix, là, votre argent, votre 10 piastres, votre 5 piastres, votre 5 piastres, votre 1000 piastres, il va s'en aller dans ce fonds-là où est-ce qu'on va être capable de générer la continuité. Parce que comme je vous disais, avec la somme que j'ai mis là-dedans, on peut la dépenser en 2 ans et il ne se passera plus rien après. Mais si on se met ensemble, c'est le mot qui compte, c'est ensemble, d'être capable d'unir nos efforts de thérapeutes avec les efforts des chercheurs pour faire émerger une discipline validée scientifiquement qui va permettre d'assurer une plus grande santé publique à moindre coût. On s'entend que c'est moindre coût. On s'entend aussi que les conséquences sont extrêmement positives sur l'état général de la santé des personnes qui s'adonnent à ce genre de thérapie. Puis déjà, parce qu'on a des gens qui acceptent de payer leurs médicaments et d'acheter leurs huiles essentielles pour se soigner, on a déjà des gens qui permettent que ça existe. Parce que s'ils n'en achetaient pas, on ne serait pas capable d'en faire. Donc, tout ça, c'est une question de cohérence et d'esprit d'équipe. Puis c'est vraiment, mon appel à tous, c'est d'essayer de réunir nos intérêts, notre volonté de faire avancer quelque chose qui nous fait du bien, mais vraiment du bien. C'est important. Alors, c'est pas compliqué, hein? Vous allez scanner ça. Là, si vous avez tout chacun un dépliant, là, et vous pouvez faire le tour de la paroisse avec, puis faire cliquer dessus. Tout le monde que vous connaissez, mettre 10 piastres là-dedans, mettre 5 piastres là-dedans, aller en cascade, tout le monde en contribue. En faisant ça, on fait vraiment générer des revenus qui ne sont jamais espérés. N'est-ce pas, Maral? C'est totalement une nouveauté. Que des médecines alternatives alimentent le centre de recherche pour développer un domaine et crédibiliser un domaine qui mérite de l'être. Pas parce qu'il n'a pas été développé adéquatement, tout simplement parce qu'il n'y a pas les 6 millions de la preuve clinique nécessaire parce qu'ils sont non brevetables. N'essayez pas d'aller breveter une fonction médicinale d'huile essentielle, mais en nature n'est pas brevetable. Et c'est ça qui empêche les compagnies de valider scientifiquement les huiles essentielles comme substance médicale. Parce que dans le code de déontologie des médecins, ils doivent avoir toutes les preuves cliniques nécessaires. Alors, voyez-vous l'impasse? Nous autres, on peut passer à travers l'impasse. C'est la grâce que je nous souhaite. Là, maintenant, après, si ça vous tente, je n'ai pas pu parler de la boussole aromatique parce que Marie a dit on a fini. Mais après, si ça vous tente, la boussole aromatique, ça va être la suite de l'histoire où la molécule aromatique devient, dans le fond, une substance énergétique. Parce que l'huile essentielle, elle a de l'esprit. Les alchimistes le disent, la distillation, ça sert à faire émerger, libérer l'esprit de la forme. Merci. Ok, je dis des petits mots, ok? Très inspirante, ici. Ben oui, pour la prochaine, j'ai écrit son nom déjà. Michel qui me pousse, puis elle, là, qu'est-ce qu'elle peut faire? Fait que je l'ai mis l'année prochaine. Là, j'ai remarqué que tout le monde qui dit
ce matin, la musique a commencé, puis les tam-tams, j'ai des autochtones sans rien. Hein? Il n'y a pas de musique de pas matin, pas de bruit. Je me disais, non, mais c'est à la fête. J'ai même envoyé du monde checker, là. Fait qu'on a senti la musique en plus avec nous. Oui, avec Lucie l'année prochaine. J'ai trouvé noble ce qui est venu nous enseigner quand même. Et ça va être automatique l'année prochaine. J'ai pris une décision là, OK? L'an prochain, chaque billet vendu, il y aura un don automatique. Oh. J'ai vu que ça n'est pas fini, mais chaque billet vendu, là, je me suis dit que le petit code barre de Miss Marketing, là, on le mettra sur le carton, ça me fait plaisir, je trouve que la compte est noble. Avec sa job, là,